Hello tout le monde, c'est Morgan et bienvenue sur le podcast AI for You, le podcast qui vous parle de data et d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons recevoir David Moreau, directeur des opérations groupe chez Devolis et Jellybot. Dans cette interview, on va parler de chatbot, mais pour une application bien précise. On va voir comment Jellybot a créé un chatbot au service de la réalité mixte. On entend beaucoup parler de réalité virtuelle en ce moment, mais ici c'est bien de réalité mixte dont on va parler. David va bien nous expliquer la différence entre les deux, la réalité virtuelle d'une part et la réalité mixte d'une autre part. Il va nous expliquer aussi l'intérêt d'avoir un chatbot pour de la réalité mixte et des différents cas d'application. Si vous aimez les contenus que je produis, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Ça sert à faire rayonner ces contenus toujours plus largement et ça me motive à créer toujours plus de vidéos. Sans plus de transition, voici ma conversation avec David. Hello David et bienvenue sur le podcast. Bonjour Morgane, merci à toi de m'accueillir. Pour commencer l'interview, est-ce que tu peux rapidement te présenter et présenter ton parcours? Oui, bien sûr. Alors je m'appelle David Moreau. Je suis de formation technique dans le développement informatique. J'ai commencé comme chef de projet informatique à la régie publicitaire de France Télévisions il y a un peu moins de 30 ans maintenant. Puis rapidement, en fait, je suis passé dans le monde du service et des SS2I, des ESN, d'abord dans le groupe Neurone, qui est un groupe basé en Île-de-France, pendant 4 ans, où j'ai été d'abord développeur dans des équipes principalement orientées Microsoft, puis assez rapidement manager d'équipe et chargé d'affaires pour finir dans cette structure. Et d'origine normande, en fait, voilà, j'ai souhaité revenir dans ma région et j'ai intégré une société de services qui s'appelait à l'époque CSI, qui fait partie du groupe Altitude, qui est maintenant qui est toujours présent en Normandie avec une constellation de différentes sociétés, principalement dans les télécoms maintenant. Donc, je suis resté dans cette société pendant 6 ans autour des sujets de développement et data, d'abord comme ingénieur d'affaires, puis comme directeur de BU, directeur adjoint de BU. Et en 2007, j'ai eu l'opportunité d'ouvrir une région pour une grande SN française qui s'appelle Aztec, donc la région Normandie, où là, en fait, parti de zéro, j'ai créé cette structure régionale jusqu'en 2018 et principalement, et dans la continuité de ce que je faisais avant, en fait, sur les services Microsoft. Et donc sur des sujets assez divers, data, développement et beaucoup de collaboratifs avec des solutions comme SharePoint ou la Power Platform également. Donc toujours pas d'IA à ce stade en fait, et en 2019, tout début 2019, j'ai rejoint ma structure actuelle qui s'appelle Devolis, et où là, l'IA était déjà présente depuis quelque temps, de par la volonté du fondateur que se nomme Vincent Aveline, qui avait 2 ans auparavant lancé un sujet de réflexion, principalement dans un premier temps pour faire monter les équipes de développement sur de l'IA et en prenant un projet fil rouge, en fait, qui était un sujet assez pratico-pratique et donc qui est le sujet des agents conversationnels. Euh, et quand je suis arrivé, on était vraiment sur des sujets de R&D principalement, et on a donné un coup d'accélérateur sur ce projet pour le présenter dans un premier temps à un événement régional, le IN Normandie, qui a lieu tous les ans,
et dans un contexte de chatbot à destination des usagers pour leur faciliter en fait l'accès aux services proposés par la région, notamment les services culturels. Et on a présenté à cette occasion un chatbot sur un principe de borne vocale, donc quelque chose d'assez innovant, qui utilisait finalement le moteur qui avait été préparé en R&D depuis un peu plus de 2 ans. Et fort de cette expérience et surtout du ressenti des visiteurs de ce salon, on a poursuivi l'effort jusqu'à avril 2020, où on a commercialisé de façon officielle la solution. Alors voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour le parcours, parce que là, on va passer c'est ensuite la vie un petit peu de Jellybot, donc. Mais un parcours, voilà, principalement orienté autour de la technique, enfin de technologie et du service. Et maintenant, je suis directeur des opérations et directeur d'agence, donc chez Devolis. Et du coup, un directeur des opérations, ça consiste en quoi? Alors, le directeur des opérations, bah, la fonction consiste à faire en sorte que sur l'ensemble des services, je dirais, bien des process soient mis en place surtout et surtout efficaces pour à la fois produire et également piloter en fait l'activité. Voilà. Et du coup, ces process-là, que ce soit du coup pour l'intelligence artificielle ou le développement normal, il y a des changements de process majeurs ou finalement ça suit les process de la tech habituelle? Alors là, on parle bien. Alors moi, dans ma fonction, hein, ce sont des process vraiment métiers, aussi bien RH que financier, que Hmm. gestion, commerce, etc. Donc c'est pas spécifique à la Ok. technique. Pour cette partie technique, on a des chefs d'équipe, des technical leaders notamment. Mais dans, on va dire, la définition stratégique des technologies engagées chez Devolis. Là j'interviens effectivement. Et pour l'intelligence artificielle, alors oui, on est sur des choses assez particulières parce que assez peu courantes finalement dans des sociétés de services. La particularité de Devolis, finalement, c'est qu'on a un double métier. On a le métier de la société de services classique où on vend des capacités de réaliser des projets, soit chez nos clients dans un mode qu'on appelle l'assistance technique avec un engagement moyen, soit des projets au forfait dans nos locaux en format de centre de service avec un engagement de résultats. Donc ça, c'est le métier classique de la SS2I, le SN. Et la particularité chez Devolis, et c'en est une, c'est qu'on a également une équipe en fait sur une activité d'éditeur. Ce métier d'éditeur, finalement, il est très particulier et assez différent de la société de service, puisque on est sur de l'investissement en propre, là où une société de service, en général, investit peu ou pas sur des développements internes, hein, finalement. Hein. Le but, il est bien d'avoir des consultants en mode projet facturable avec le plus fort taux d'occupation. Là, en fait, eh bien, cette solution de Jellybot, finalement, a, dans un premier temps, requis beaucoup d'investissement, donc du temps homme pour monter les premières briques. Et une solution, en fait, hein, de type éditeur, finalement, elle doit vivre dans le temps. Alors, encore plus quand on parle d'intelligence artificielle ou de chatbot, parce que voilà, c'est quelque chose qui est en émergence aujourd'hui, donc avec beaucoup d'améliorations au fil des ans, et puis également au fil des contacts clients, parce que en tout cas sur la partie chatbot, c'est assez régulièrement le client finalement qui crée le cas d'usage.
on propose un moteur de chatbot et finalement, nos clients qui s'approprient ces sujets de chatbot en ont des projections en termes de cas d'usage parfois très différentes. On a été sollicité parfois pour des projets auxquels on n'aurait absolument pas pensé, en fait, initialement, dans l'utilisation du chatbot. Je ne parle pas finalement dans la thématique d'utilisation, est-ce que je suis sur un chatbot RH ou un chatbot industriel, mais vraiment plutôt sur l'utilisation des fonctionnalités d'un chatbot pour remplir un objectif. Et voilà. Et donc, on a par exemple un cas qui me vient en tête, c'est un de nos clients qui nous a demandé un jour si un chatbot saurait simuler finalement des mises en situation à destination de professionnels de santé dans le but de les entraîner à gérer des situations difficiles. Alors, dit comme ça, en fait, et quand on pense chatbot, ce n'est pas forcément quelque chose qui vient tout de suite en tête, mais parce qu'un chatbot, pour la plupart des gens qui s'intéressent un petit peu à cela, c'est un outil qui va permettre de répondre à des questions finalement d'un utilisateur, d'un demandeur. Et en fait, le cas que je citais précédemment, finalement, c'est l'inverse. C'est une mise en situation gérée par un chatbot. Ben, c'est le chatbot qui va poser des questions et c'est l'utilisateur qui va répondre à ces questions. Et pour mesurer finalement la bonne, la bonne intelligence des réponses qui sont données par l'utilisateur, ben, le chatbot va donner un score finalement à chacune des réponses. Et afin de mesurer finalement si à la fin de la conversation et donc de la mise en situation, ben, l'utilisateur a bien répondu ou mal répondu à la situation qui lui était donnée. Donc un principe un peu de quiz finalement. Et voilà, par exemple, sur ce cas d'usage, jamais on n'aurait pu imaginer que effectivement notre moteur de chatbot puisse répondre à ce type de besoin, par exemple. On a eu le cas aussi, du coup, au CHU de Lille, c'est pour entraîner les étudiants à interroger du coup des patients pour avoir les Ouais, informations sur des maladies. ouais, Du coup, là, le chatbot jouait le rôle du patient, donc il ne c'est ça. répondait pas de questions, mais il répondait aux questions. Et du D'accord, coup, l'idée, c'était de trouver la pathologie en posant les d'accord. bonnes Ouais, questions. tout à fait. Donc, c'est vrai que Ouais, ouais, les cas sont infinis, quoi. ouais, tout à fait. Là aussi, le chatbot donc, joue le rôle du patient Ah, et d'accord. qui, en fonction de différents personae, donc je suis un patient de tel âge qui a cette Mhm. maladie particulière depuis tant de temps ou à qui on vient de l'annoncer, eh bien, effectivement, le médecin, en l'occurrence, doit eh bien, gérer la consultation avec les bons éléments de langage, la bonne psychologie aussi, bah, pour rassurer le patient, répondre à ses questions, etc., etc. Donc, on est finalement sur un cas, alors un petit peu similaire, même si on n'est pas là, on ne parle pas nous d'exploratoire, enfin de chirurgie ou de médecine exploratoire, mais bien effectivement d'entraîner des personnels finalement à des situations particulières et on peut retrouver finalement ce type de cas d'usage ensuite dans un mode e-learning, pourquoi pas, ou de monter en compétence finalement dans toute situation professionnelle ou même personnelle finalement et auquel on ne pense pas forcément quand on parle de chatbot au départ. Mhm. Du coup, on va se concentrer plus dans cette partie d'interview sur Jellybot. Oui, Est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient le projet? ouais, bah donc le projet, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, donc le projet vient dans un premier temps d'une volonté chez Devolis de faire monter les consultants en connaissance et en capacité sur eh bien, les technologies d'aujourd'hui et de demain, donc en l'occurrence l'intelligence artificielle. Et donc pour mettre en pratique tout ça de façon un petit peu imagée en fait et ne pas faire que de la R&D, il a été choisi en fait un projet fil rouge
qui était donc en 2016, je crois, 2016-2017, avant mon arrivée dans la structure. Donc un projet d'agent conversationnel, au départ dans un format unique en termes de client qui était un client web, et avec déjà une volonté finalement d'aller vers ce qu'on appelle un métabot. Et un métabot, donc, c'est un moteur de chatbot universel, on va le dire comme ça, à la différence de beaucoup de solutions de chatbot aujourd'hui sur le marché qui vont être verticalisées. Donc, le chatbot RH, le chatbot support IT, par exemple, qui sont, ou chatbot e-commerce, qui sont les trois grands types d'offres qu'on trouve assez couramment, sur lesquels des sociétés, la plupart des startups, donc, qui n'ont que cette activité, entre guillemets, ont choisi de se positionner. Nous, la vision, c'est une vision finalement assez B2B et orientée entreprise, c'est-à-dire de mettre à disposition un moteur de chatbot à une structure dans le but de pouvoir répondre à tout type de demande de chatbot sur la même plateforme, pour éviter de démultiplier finalement des solutions verticalisées, et donc finalement de pouvoir engager autant de thématiques que l'entreprise en a besoin sur une plateforme unique, ce qui permet évidemment de rationaliser la maintenance et le coût de cette plateforme. Euh, et également un point important, avec la vision d'être un chatbot en capacité d'être totalement intégré dans le système d'information de nos clients. Ça veut dire d'être en capacité finalement d'aller utiliser toute l'information du système d'information là où elle se trouve, et ne pas de la dupliquer pour les besoins propres du chatbot. Ça veut dire être en capacité d'aller chercher, en fonction des questions, de l'information dans des bases de données métiers de la structure, de l'entreprise, mais aussi dans des bases de données intégrées dans des solutions du SI, hein. Donc, on pense à des bases de données, par exemple, dans des ERP, dans des CRM, et côté industriel, par exemple, de la GMAO ou un MES. Enfin, voilà, toutes les briques finalement du système d'information disposent de données qui leur sont propres, donc d'être en capacité de s'interconnecter avec ces différentes briques qui sont déjà existantes et déjà managées, hein, par la structure. Et on pense aussi finalement à de la donnée déstructurée. Donc, ce qu'on appelle la donnée déstructurée, ça va être des documents de type Word, de PDF, ou même des images et des vidéos qui vont être elles aussi embarquées, intégrées dans des solutions métiers, dans des bases de connaissances de type SharePoint, par exemple, voilà, ou d'autres solutions métiers. Et donc d'aller également chercher de l'information dans ces différentes briques du SI. Et voilà, via des connecteurs, finalement, de faire en sorte que le chatbot soit en capacité de s'interfacer avec toutes ces briques pour aller chercher la bonne réponse au même endroit, avec un chatbot finalement qui, en termes de point d'entrée, est unique et qui sera capable de reconnaître la thématique de la question posée. Est-ce que je pose une question RH? Est-ce que je pose une question sur des données commerciales ou sur des données de production? Et en fonction de la reconnaissance en fait de cette thématique sur la question, eh bien d'aller récupérer la donnée dans la bonne base du système d'information. Donc, c'est plutôt innovant
ça ne reste que de la technique, hormis la partie intelligence artificielle qui est innovante, mais qui est très commune finalement à toutes les solutions de chatbot. On utilise les mêmes services. Ce qui est plus innovant finalement et ce qui est plus unique, c'est cette capacité d'interfaçage avec l'ensemble du système d'information. Et puis également en termes de clients, du client qui permet d'utiliser notre chatbot. Donc j'ai cité le client web qui est le client historique, mais très rapidement, en étant un acteur pure player Microsoft, on a donné la possibilité d'utiliser notre chatbot dans du client Teams. Et là, on a vraiment justement une approche de centralisation de la demande, parce qu'aujourd'hui, Microsoft Teams, pour les entreprises qui sont sous cet environnement, est le point central du travail au quotidien. Donc, ça permet de rester sur un outil qui est toujours ouvert finalement et d'avoir accès à son chatbot depuis cet outil. Et puis, depuis 2 ans, on a également intégré alors un nouveau client. Et là, à notre connaissance, on est les seuls à le proposer. C'est en fait le client qui s'appelle HoloLens 2, donc de Microsoft, qui sont des lunettes de réalité mixte, qui s'adressent donc sur des sujets industriels et des sujets de formation. Et donc de pouvoir interroger eh bien, le chatbot par la voix, en full vocal, en main libre, et avec de la réponse qui vient s'incruster dans le casque de réalité virtuelle. On pourra imaginer demain, ça sera peut-être l'étape vers laquelle on ira, parce qu'on est déjà sollicité sur ce sujet-là, mais en réalité virtuelle également, dans l'intérêt en fait de pouvoir décloisonner ces environnements immersifs qui sont la plupart du temps, enfin quasiment tout le temps, totalement scénarisés, c'est-à-dire fermés sur eux-mêmes, aussi bien des sujets de réalité mixte que de réalité virtuelle encore plus. Et donc, de par les capacités que j'expliquais tout à l'heure d'interconnexion avec le SI, finalement, de donner la capacité à l'utilisateur, à l'opérateur, la possibilité de pouvoir sortir finalement du scénario à un moment pour aller chercher des données qui se trouvent sur le système d'information dans des sujets, par exemple en industrie, comme de la maintenance de système, du contrôle de conformité ou tout autre sujet qui touche à l'excellence opérationnelle. Euh, voilà, donc un projet qui finalement a vécu dans le temps, entre ses débuts et puis aujourd'hui. Euh, la seule chose qui ne change pas pour l'instant, c'est la stack Microsoft Cognitive Services, qui est la stack IA que nous utilisons. Mais demain, c'est quelque chose qui pourra changer, parce que notamment, on était exposant la semaine dernière au Laval Virtual Europe 2022, qui est le salon européen de la réalité virtuelle et mixte. Et dans le cadre de ce salon, on a eu l'occasion d'échanger avec de nombreux industriels orientés sécurité défense, et qui pour eux, enfin, c'était pour qui la stack Microsoft ne peut pas être utilisée pour des raisons de sécurité principalement. Donc voilà, demain, on utilisera peut-être plus de services IA français, ce qu'on aimerait bien, ce qu'on aimerait bien, pourquoi pas maison. On a déjà développé un moteur d'analyse sémantique nous-mêmes, et on pourrait imaginer développer d'autres services également. Mais donc voilà, un projet qui vit et qui a une position finalement qui est très 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 particulière sur un marché à très forte concurrence. C'est pour ça aussi qu'on a choisi cette direction, c'est qu'on n'est pas une start-up, on n'a pas des millions, j'allais dire, voilà, en termes d'investissement que l'on a dépensé pour cette solution. Donc, il faut qu'on trouve finalement un positionnement différenciant et malgré tout à fort potentiel. D'où effectivement aujourd'hui notre positionnement très fortement marqué sur l'industrie
et le B2B avec cette capacité de pouvoir se connecter à l'ensemble du SI. Si j'ai bien compris, Jellybot, c'est avec finalement Jellybot, on peut créer n'importe quel bot. Et l'idée, c'est que Mhm. les clients viennent avec leurs problématiques et c'est d'adapter finalement Jellybot, ce Jellybot de base à leurs problèmes. C'est bien Oui, ça? tout à fait. En fait, ouais, on dispose on va parler d'un atelier, alors d'une console d'administration no code, donc sans développement, avec notamment le point central qui est ce qu'on va appeler un générateur de flux, donc dans lequel on va designer finalement tout le scénario conversationnel. Et dans ce scénario conversationnel, en fait, c'est là où on va embarquer un certain nombre de fonctionnalités que l'on met à disposition également des métiers, comme la connexion vers une base de données, la connexion vers une base d'images ou de vidéos, la notion de choix multiples dans des menus, etc., etc., la connexion sur un ERP. Tout ça, finalement, pour, effectivement, comme tu le dis, Morgane, adapter vraiment les cas d'usage de façon hyper spécifique aux attentes du client, aussi bien sur un chatbot RH ou un chatbot de support aux équipes commerciales ou après-vente, etc., etc. Et du coup, comment vous placez par rapport aux personnes qui se mettent du coup uniquement sur du RH, sur des choses comme ça? Parce que en IA, c'est connu que plus on est précis, finalement, plus on est sur un domaine qui ne change pas, plus nos modèles, par exemple de détection, par exemple sur la sémantique ou pas mal de choses comme ça, sont précis. Oui. Et que du coup, quand on est souvent très généraliste, il y a des petites choses dans des cas d'application où on peut passer à côté. Et du coup, comment vous positionnez par rapport à ça, si vous passez d'une base qui est généraliste? Alors, c'est une bonne question et c'est là où justement on a d'autres atouts que la spécialisation que tu indiques, Morgane. En fait, effectivement, quand un chatbot ne fait que du RH ou que de l'usager, par exemple pour des collectivités publiques, eh bien, il y a toute une base, hein, finalement, un historique qui peut être exploité par les prochains clients avec ce retour d'expérience pour dire que, par exemple, hein, quand je souhaite poser un congé ou avoir mon solde de congé, ben voilà les 10 façons de le dire usuellement d'après le retour d'expérience. Alors, nous, c'est vrai qu'on ne vient pas avec une base euh, conséquente de retour d'expérience, enfin de base de questions de retour d'expérience sur ce type de sujet. On va plutôt être effectivement des généralistes capables de s'adapter finalement à des besoins voilà, très, très, très divers et variés. Bien sûr, on a aussi des retours d'expérience sur du chatbot RH ou support IT parce qu'on a déjà pas mal de clients qui utilisent Jellybot dans ce sens. Euh, mais on n'a pas effectivement que ça. Donc, en général, on travaille avec nos clients pour leur amener quelques exemples de questions, et notamment sur la partie RH, on a une base standard de 200 questions, je crois, sur voilà, quelles sont les questions les plus souvent posées dans du chatbot RH que l'on met à disposition de nos clients. Euh, mais c'est un petit peu la difficulté pour nous qui sommes effectivement des généralistes. Bah, on ne va pas être aussi spécialisé que chacun des spécialistes. Voilà. Donc, on a effectivement sans doute ce défaut par rapport à ces structures, mais finalement, en faisant travailler les métiers sous forme d'ateliers, hein, c'est ce qu'on propose dans le cadre de la phase de setup, donc de mise en place du chatbot. On travaille de façon très collaborative avec nos clients et notamment
Alors, sur des sujets comme la RH, comme je le disais, on a déjà une bonne base qui leur permet de réfléchir. Sur le support IT, de la même façon, le support IT n'est pas non plus un périmètre illimité en termes de questions, on va dire, usuelles, parce qu'on tombe vite finalement dans des questions qui vont être spécifiques au système d'information du client et surtout au process qu'il a mis en place. Euh, donc, finalement, je pense que enfin, ça ne nous pose pas forcément problème. Et bien souvent, en fait, on va également vers des chatbots de type, je parlais de chatbots de type support tout à l'heure, où on est du support au métier, donc à des équipes de support clientèle, après-vente, et là, dans des métiers qui sont vraiment divers et variés. Donc, de la même façon, là, c'est le métier du client qui contrôle et qui crée l'ensemble de son contenu. C'est aussi l'intérêt de notre solution où, bien, en fait, tout est intégrable très, très facilement au travers de la console no-code. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on forme nos clients à l'utilisation de cette console. On les fait réfléchir dans des ateliers et puis très rapidement, finalement, ils s'approprient la mise en œuvre en termes de contenu, hein, j'entends bien, et ils vont aller créer, solliciter leurs services et puis créer l'intégralité du contenu eux-mêmes dans la console. Finalement, vous parlez avec le client, vous créez le chatbot, vous l'initialisez au cas d'usage précis. Et une fois ça, après, vous passez la main à une personne qui est chez le client, qui va faire en sorte de suivre le chatbot et de continuer à améliorer ses performances avec les retours utilisateurs. Oui, c'est ça. En fait, on va former en fait une ou deux personnes. En général, elle n'est pas seule, mais on va former une petite équipe client à l'utilisation de la console. Et on va la former sur en général sur une phase de POC et sur un flux en fait qu'on va avoir nous-mêmes intégré. C'est-à-dire qu'on va faire un atelier pour définir avec eux le flux conversationnel de cette phase de POC. On va l'intégrer nous-mêmes pour éviter que le client soit en difficulté parce que la console demande un petit peu de temps d'appropriation. Et une fois qu'on l'a intégré, en fait, on va le former justement sur le flux qu'il a lui-même designé, mais qu'on a intégré pour lui. Ce qui a un sens, en fait, parce que derrière la connaissance logique de ce flux, il l'a déjà. Et donc, la montée en compétence ne va se faire que sur les éléments qui correspondent à ce flux, ce qui restreint aussi le nombre de fonctionnalités de la console d'administration qui sont engagées pour éviter de le perdre en faisant un cours magistral sur toutes les fonctionnalités, sachant qu'il ne se sert peut-être que de 50% hein, ou moins. Et une fois on les a formés, eh bien, en fait, on a un Customer Success Manager qui suit hein, le client du début à la fin, notamment de cette phase de POC, et qui va être en support au quotidien, en fait, hein, pour répondre à voilà, toutes les questions que les métiers vont pouvoir se poser en prenant en main la console. Et puis, on couple ça également à des points hebdomadaires sur toute la durée du POC, qui en général dure 3 mois, bien pour faire un point d'avancement. Si jamais les questions n'ont pas été posées voilà, au fil de l'eau dans la semaine, on profite de ce point-là pour répondre à ces différentes questions. Et puis, bien sûr, on est là s'il a besoin à un moment voilà, d'informations complémentaires, ou même, pourquoi pas, qu'on crée les autres flux pour lui. Il y a pas de souci. Voilà. Cependant, nous, ce qu'on veut, c'est finalement que le client soit le plus rapidement autonome sur la console, parce que ça veut dire qu'il sera capable de maintenir en fait sa solution, de la faire évoluer, et pourquoi pas demain de créer de nouveaux bots sans faire, sans faire appel à nous. C'est bien le principe, c'est que le client ne soit pas dépendant de Devolis et de l'équipe Jellybot pour
toutes les modifications de la vie du chatbot, mais bien qu'il soit autonome finalement, pour que les métiers se l'approprient et puissent créer en fait autant de chatbots qu'il sera intéressant d'en créer dans la structure. Donc, finalement, les clients peuvent créer des chatbots eux-mêmes. Il n'y a pas besoin d'avoir Ouais. d'équipe de développeurs pour tout mettre ça en place. Donc, Non, du tout. Ouais. tu disais avant, du coup, c'était une base no-code, donc qui est finalement Ouais. finalement accessible aux clients. C'est quoi le prérequis pour pouvoir utiliser Dailybot? Est-ce qu'il y a des prérequis en informatique, en termes de développement, des choses comme ça ou non? Non, alors développement, pas du tout. Après, informatique, je dirais la seule chose dont ont besoin nos clients, c'est ce qu'on va appeler un petit peu de logique. Donc de la logique, parce qu'on utilise des composants qui Hmm. derrière voilà, instancie des développements, mais on va plutôt parler de logique booléenne, par exemple. Hmm. Voilà, donc c'est en gros avoir une notion un petit peu de logique, mais je dirais que quelqu'un qui sait designer un flux sous Visio ou dans n'importe quel flux logique, en fait, c'est utiliser notre console parce qu'on a justement pris le parti d'utiliser le même type d'ergonomie, donc avec des composants qu'on va glisser-déposer et qui vont s'enchaîner via des flèches qu'on vient tracer finalement entre les différents composants et qui vont en définir les étapes du flux finalement. Donc voilà, ça c'est principale compétence qu'il faut avoir. Et puis après, on a effectivement quelques compétences un peu plus techniques, on va dire, et qui en général sont prises en charge par le service informatique de la structure. C'est lorsque, comme j'ai cité tout à l'heure, on peut se connecter avec une base de données de l'entreprise, une base de données, je sais pas, je vais dire de données de production qui se trouve dans une base Oracle ou SQL Server. Il faut être capable de juste connaître l'identifiant de connexion, enfin, un système de connexion avec cette base, donc qui se base sur des standards dans Jellybot, mais là, ce sont des informations que les gens du métier n'ont pas. Donc, évidemment, ils vont Hmm. demander cette information à la DSI, la direction des systèmes d'information, juste pour récupérer l'élément qu'ils n'auront pas. Euh, Bien sûr, si de la même façon, on veut s'interfacer avec une application métier, comme je signalais tout à l'heure, une application de gestion de maintenance, une GMAO, eh bien là, on va s'interfacer en fait avec ce qu'on appelle un système d'API, de web service, pour aller chercher de l'information ou en pousser. Et là, de la même façon, il faut que le système, la DSI, la direction du service d'information, système d'information, puisse donner ces éléments-là au métier ou les intégrer dans la console pour pouvoir faire l'interconnexion. Mais il y a pas de code derrière, c'est uniquement du Hmm. paramétrage. Voilà, tout simplement. D'accord. Il y a un point que j'aimerais bien reparler avec toi, qui m'a fait tiquer et qui m'intéresse, c'est quand tu parlais de réalité mixte. Parce que du coup, on a Ouais. parlé tout à l'heure de réalité virtuelle, de réalité mixte. Je pense que Mhm. la plupart des gens comprennent bien ce que c'est que la réalité virtuelle. Mais est-ce que tu pourrais expliquer un peu plus concrètement ce que c'est que la réalité mixte? Oui, bien sûr, oui. La réalité mixte, en fait, c'est de mixer finalement le réel avec le virtuel. Alors, on connaît, pour beaucoup de gens, on connaît une autre forme de réalité qu'on appelle la réalité augmentée, qui existe déjà depuis un moment, mais qui se limite il y a quelques années à des effets un peu publicitaires, par exemple, de pouvoir, lorsqu'on scanne avec son téléphone un QR code, eh bien, j'ai par exemple un élément publicitaire qui s'anime, ce genre de choses. Et donc la réalité augmentée, aujourd'hui, en tout cas en termes de support, elle est connue pour être utilisable sur du téléphone et de la tablette, de type iPad ou autre. Et elle est déjà utilisée dans l'industrie, notamment exactement dans ce mode-là, c'est-à-dire finalement permettre par exemple, quelqu'un de distant
de pouvoir voir la même chose que ce que moi, opérateur en unité de production, je vois. Donc, je vais finalement lui donner un accès à ma vision au travers de la caméra de mon téléphone ou de ma tablette. Et lui, en fait, va pouvoir compléter ma vision en me poussant sur mon téléphone ou ma tablette, en me poussant des éléments qu'il va juger intéressants ou importants, comme par exemple, je suis devant un système électrique, eh bien, si je parle d'une panne avec un expert via ce système de tablette qui lui permet de voir ce tableau électrique qui est en panne, eh bien, il va pouvoir me dire, voilà, tu dois dévisser tel composant et il va entourer les vis, par exemple, du composant à dévisser sur sa tablette. Et moi, dans ma tablette, je verrai ces vis, en fait, qui vont apparaître avec le marqueur, en fait, voilà, proposé par l'expert. Donc là, on est dans un mode où j'ai un support qui est la tablette, et puis l'expert rajoute finalement un composant virtuel qui est le fait d'entourer les vis. Euh, donc ça existe depuis un moment, mais ça a ses limites, notamment dans des environnements industriels où un opérateur qui a à intervenir sur certains types d'opérations doit disposer de ses deux mains libres et non pas tenir dans une main une tablette ou un téléphone. Donc, c'est voilà, ce côté main libre qui pose problème. En deuxième temps, il y a des environnements où on est avec ce qu'on appelle des EPI, donc des équipements de protection industrielle, donc avec une combinaison, etc., mais aussi parfois des gants. Et en fait, quand on a des gants, il est possible qu'une tablette ou un téléphone ne fonctionne pas. Euh, alors, ça, c'est un petit peu les limites en fait de la réalité augmentée telle qu'elle existait jusqu'à il y a 3 4 ans. Et le principal industriel qui a finalement proposé une solution alternative, c'est Microsoft qui, en 1996, a lancé un produit donc, qui s'appelle la HoloLens, qui est issu en fait de la technologie qui s'appelle Kinect, que tout le monde, que beaucoup de gens connaissent parce que embarqué sur la Xbox au départ. Donc, c'est une réutilisation finalement de cette technologie pour capter en fait des mouvements, notamment, et de pouvoir donc, eh bien, en fait, gérer un, comment dire, une mise en situation où on va être en mesure euh, de constater des gestes qui sont faits par un opérateur pour savoir les interpréter. Et couplé à cette capacité de reconnaître des gestes, Microsoft, en fait, a inventé, enfin, en tout cas, mis au point, un casque, finalement, qui est suffisamment robuste pour être bien tenu sur la tête, pas trop lourd, et qui va disposer, en fait, d'une visière qui va en fait venir devant les yeux de l'opérateur. Hein. Donc, il va en fait une visière qui va être transparente, mais qui va être en capacité de pouvoir recevoir des informations en surimpression du réel. Donc, les deux intérêts en fait finalement de cette HoloLens, qui d'abord a existé dans sa version 1 et maintenant depuis 2 ans dans sa version 2, donc la HoloLens 2, c'est l'utilisation en main libre et c'est également la capacité de finalement reconnaître des mouvements qu'effectue un opérateur et donc de pouvoir utiliser ces deux capacités pour notamment proposer en industrie
cette notion d'opérateur augmenté, finalement, en capacité de recevoir de l'information depuis de l'extérieur. Euh, et c'est là où, en fait, on est, nous, sur un positionnement qui est assez unique, c'est que la plupart des cas d'usage qui sont faits avec aujourd'hui du HoloLens sont des cas d'usage qui sont effectivement sur des scénarios fermés, où finalement on est sur de la formation, par exemple, étape par étape, où on est sur du contrôle de conformité, sur des systèmes industriels, mais qui sont programmés à l'avance, hein, par exemple, ces scénarios, alors que finalement, d'y intégrer Jellybot va permettre, ben, puisqu'on est sur un moteur de chatbot qui est en capacité d'interroger le système d'information à tout moment, eh bien, en fait, ça va permettre à l'opérateur de pouvoir sortir de ce scénario quand il en a besoin pour aller chercher des données qui se trouvent sur le système d'information en complément finalement de ce qui est déjà embarqué dans le scénario de l'application qu'il utilise en réalité mixte. Et du coup, la personne, elle interagit avec le chatbot via les lunettes par l'oral? Ou comment ça Oui, se passe? c'est ça. Alors en fait, elle va interagir en fait, puisqu'on on veut proposer une information en main libre totale. Donc elle va interroger en vocal dans ses demandes. Donc on a en fait, là on utilise tout simplement la fonctionnalité de reconnaissance vocale de la lunette HoloLens 2, alors qui se fait comme sur un téléphone, hein, voilà, c'est le même type de technologie. Donc, on va avoir ce qu'on appelle du speech to text. Donc, en fait, le vocal va être transformé en texte, qui va être envoyé ce texte au chatbot, comme si on l'avait tapé finalement sur un clavier. Le chatbot ensuite va pouvoir répondre, lui, de deux façons. Soit si on est sur de la donnée de type textuel ou pourquoi pas data, mais pas dans une forme de visualisation, mais de restitution brute. Donc le chatbot va pouvoir répondre également en vocal. Donc là, on va activer en fait une notion de text to speech. Donc en fait, voilà, restitution en vocal à partir d'une donnée écrite. Euh, et, euh, et également, alors pas que dans ce mode-là, parce que lorsqu'on va chercher par exemple une séquence vidéo qui va aider un opérateur à, par exemple, réparer un élément sur un système, etc. Bon, ben, la vidéo, évidemment, il faut pouvoir l'afficher. Donc là, on n'est pas sur du vocal, on est sur le fait de pousser finalement dans une interface de type euh, SMS, finalement, où voilà, quand je parle, mon texte se met à droite, quand le chatbot parle, il se met à gauche. Et dans cette conversation, qui va être sous ce format, en fait, de représentation visuelle, d'IHM, eh bien, en fait, le chatbot va lui pousser des images, des vidéos, pourquoi pas des dashboards d'indicateurs provenant de données de capteurs industriels, enfin voilà, tout ce qui va composer le SI, donc va pouvoir être poussé, parfois en vocal, parfois voilà, en texte ou en format en fait concerné. Et cette alliance entre Jellybot et du coup les HoloLens, vos clients, c'est quoi leur problématique sur ces technologies-là, finalement? Oui. Alors, leur problématique, finalement, c'est justement, c'est très lié à l'excellence opérationnelle, c'est de faire en sorte que les opérateurs soient de plus en plus autonomes et, euh, et efficaces. Donc, si je prends par exemple le cas d'un service de maintenance sur un système industriel, une ligne de production, par exemple. Aujourd'hui, ce qui importe pour l'industriel, c'est que sa ligne de production, sur le principe, ne s'arrête jamais. Enfin voilà, chaque arrêt, en fait, est un coût
qui peut être extrêmement important pour l'industriel. Donc, dans des opérations de maintenance, en l'occurrence, programmées, c'est-à-dire que on a une opération à faire sur la ligne de production, il est extrêmement important finalement que la personne qui intervienne sur la ligne de production soit en capacité de faire tout ce qu'elle a à faire et puis en cas de problème, si possible, qu'elle puisse également en temps réel finalement résoudre les problèmes pour éviter d'avoir à programmer une deuxième interruption de production si elle n'a pas été en capacité en fait de résoudre les problématiques. Donc l'intérêt sur ce type de cas d'usage, ça va être de faire en sorte que, au-delà des connaissances acquises par l'opérateur qui effectue cette maintenance, et bien, en fait, il puisse avoir un support, hein, donc un assistant, en l'occurrence Jellybot, qui va être en capacité de lui amener toute l'information nécessaire et on l'espère suffisante finalement pour pouvoir répondre à tout type de problématiques qui n'auraient pas été prévisibles. C'est-à-dire, si lors de son opération de maintenance, il s'aperçoit que un élément n'est pas conforme finalement à ce qu'il devrait être, eh bien en fait, il a la capacité, par exemple, à demander au chatbot d'afficher le plan de montage de cet élément, donc directement, hein, comme on le disait tout à l'heure, par la voix, et l'opérateur va avoir le plan de montage qui va lui être fourni dans les 5 secondes et qui va lui permettre de vérifier si l'élément est bien mis en place ou mal mis en place. Et éventuellement, s'il s'aperçoit qu'il est mal mis en place, eh bien, il va aller chercher la documentation technique, par exemple, ou la vidéo d'installation du composant, et on l'espère pouvoir être en capacité de faire l'opération lui-même, finalement. Et donc de remettre en place l'élément ou de le paramétrer ou de le régler comme il aurait dû être pour éviter effectivement ce qui se fait classiquement, c'est je repère qu'il y a un problème et en fin de mon opération de maintenance, je signale en fait que j'ai constaté un autre problème et puis je vais reprogrammer une opération de maintenance à une date ultérieure en espérant que la chaîne, d'ailleurs, la ligne de production puisse reprendre d'ici là, pour résoudre le problème dont je me suis aperçu pendant mon opération. Donc, c'est pour accélérer finalement la résolution des problèmes au travers d'une autonomie renforcée de l'opérateur. Et puis également de pouvoir si pendant cette même opération, il remarque qu'une pièce est dans un état critique, donc est susceptible de ne plus fonctionner rapidement, eh bien, en fait, il va pouvoir se connecter, par exemple, avec le stock du magasin pour savoir si la pièce est disponible tout de suite. Si elle l'est, de demander, toujours au travers du chatbot, hein, tout ça, bien sûr, de demander au travers de la GMAO si des équipes de maintenance sont disponibles, pourquoi pas tout de suite également, ou en tout cas de proposer des dates les plus proches, et puis de réserver également dans un flux qui va être engagé par le chatbot, de réserver la pièce, de demander à l'équipe de maintenance de se rendre au plus vite à une date déterminée, ou s'ils ne peuvent pas le faire maintenant, et donc d'accélérer finalement également le traitement des observations faites pendant cette opération de maintenance. Donc là, on parle d'une opération de maintenance, mais on a eu, par exemple, des clients qui également nous ont parlé de mise en place de systèmes industriels, c'est-à-dire, par exemple, un industriel travaillant dans l'aéronautique, lorsqu'il conçoit ces avions, il y a parfois des centaines, voire des milliers
de composants à installer en fait dans la coque, enfin sur la coque de l'avion, enfin dans l'avion, hein, mais côté vraiment coque à l'intérieur, qui vont être des éléments qui vont recevoir ensuite voilà, l'ensemble des éléments visibles en fait de l'avion. Et, euh, et donc, dans ce cadre-là, il y a un gros intérêt pour lui, nous expliquait-il, à utiliser la réalité mixte parce que par rapport à un plan en fait 3D qui va être visible pour l'opérateur et qui va être comme un jumeau numérique finalement calé sur la réalité, c'est-à-dire la coque sur laquelle l'opérateur est en train de travailler, eh bien la réalité mixte, ça va lui permettre de caler ces différents éléments au millimètre près avec des marqueurs en fait qui vont être dans son champ de vision pour lui faciliter en fait la mise en place. Donc ça, c'est assez énorme en gain de temps. Et puis, de la même façon, si à tout moment, en fait, lors du montage de certains éléments, il y a besoin d'avoir un plan de montage, il y a besoin d'avoir des éléments complémentaires pour l'aider à réaliser l'opération, eh bien, voilà, il ne se trimballe pas avec la documentation des 3000 éléments ou des 5000 éléments voilà, dans un cartable à côté de lui, hein, ça serait bien évidemment bien impossible. Donc là, en fait, au travers de Jellybot, bien, il va aller chercher à la demande, finalement, tous les éléments qui vont lui permettre d'être encore une fois autonome dans ses opérations d'installation, par exemple. Donc, des cas d'usage, il y en a plein, bien souvent, donc sur de la maintenance et sur de l'installation de systèmes industriels. Et alors, pourquoi industriels? C'est parce que, évidemment, ces métiers ont des contraintes, comme je le disais, à la fois visuelles, hein, voilà, qui sont des éléments de chaîne de production ou de conception en fait de systèmes, et puis des contraintes également d'accès à l'information, parce que dans des unités de production, ou quand on est en train de concevoir un avion, hein, en l'occurrence, bah, on n'a pas un PC portable à côté de soi finalement. Et donc la lunette de réalité mixte, HoloLens 2 en l'occurrence, parce qu'elle embarque un PC directement dans le casque, bah, permet d'avoir une autonomie en fait vraiment complète et un accès à l'information avec Jellybot, effectivement, en plus de façon complète également. Et donc, pour développer Jellybot derrière, c'est quoi les profils des personnes qui sont derrière pour développer ce produit? Ce sont au départ des ingénieurs de développement, hein, finalement, assez classiques, mais qui ont effectivement dû monter en compétence sur la stack Azure IA de Microsoft. Donc, tout ce qui concerne en fait les services d'intelligence artificielle, en l'occurrence, qui sont proposés. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, euh, fonctionnalité de Jellybot sur des fonctionnalités standards d'IA, de chatbot qui vont être, par exemple, la Q&A, la détection d'intention, la gestion de flux, etc. Et ensuite, en fait, on a une équipe de data scientists qui sont des mathématiciens à la base, qui sont intervenus en fait sur une partie assez particulière et de la même façon qui est assez atypique dans les solutions du marché, qui est un moteur d'analyse sémantique que l'on a développé maison et qui permet en fait d'aller fouiller des bases documentaires d'images, de documents Word, PDF, de vidéos, etc., pour aller chercher les informations, les documents ou les vidéos les plus pertinentes par rapport à une question. Donc, voilà, donc des développeurs, des data scientists
voilà, pour les profils techniques. Et puis ensuite, on a voilà, une équipe, on va dire, plutôt orientée client, donc un Ok. Customer Success Manager, voilà, des commerciaux, et c'est à peu près tout, je pense. Ouais. Et du coup, la question a déjà plus ou moins été plus les stacks techniques qui ont été Ouais. utilisés. Du coup, Mhm. là, je comprends, c'est plutôt Azure et les différents C'est modèles ça. proposés par Azure, c'est ça? C'est ça. Ouais, ouais. Alors, nous, on est parti sur Azure parce qu'on est sur du Microsoft, mais en fait, n'importe quel service d'intelligence artificielle peut tout à fait convenir et être remplaçable dans Jellybot. Hein. Ça pourrait être d'un autre éditeur, enfin AWS par exemple, Meta, ou alors des services développés maison ou par des éditeurs français, voilà, qui seraient spécialisés là-dessus. Et donc, on va parler effectivement de détection d'intention, d'entité, de NLP, de NLU, voilà, des choses assez classiques. La chose qui est un peu moins, comme je disais, c'est la Intégration. partie analyse sémantique, Ouais. voilà. Et puis après, la partie effectivement client réalité mixte, où là, avec la HoloLens, on est sur du Unity 3D, en fait, en termes de techno. D'accord. Et c'est quoi finalement les prochains challenges en intelligence artificielle sur ce projet-là? C'est quoi? Il y a pas un challenge en disant, bah là, si on avait du temps à développer, ce serait plus développer ces produits-là. Bah, disons que un des éventuels prochains challenges, parce que comme je l'ai dit, en tout cas sur la partie réalité mixte, on a déjà une belle solution. Bah, ça serait parce qu'on a ce même type de besoin également, mais en réalité virtuelle, c'est-à-dire de pouvoir, quand on est dans un environnement virtuel, ben, rester malgré tout avec, non pas peut-être un pied, mais je dirais un doigt au moins dans la réalité finalement, en ayant ce point de passage finalement que peut être Jellybot entre, le monde immersif et la réalité, le système d'information. Donc Ok. là, on ne l'a jamais mis en œuvre parce que finalement, voilà, enfin, on peut pas tout faire, on peut pas tout faire en même temps. Mais avec un de nos partenaires, on en parlait cet après-midi encore, puisqu'on débriefait de l'aval virtuel sur lequel on était avec ce partenaire exposant. Mais clairement, dans des environnements de type VR et notamment de type sur des scénarios de type formation, eh bien, il serait effectivement, a priori, très intéressant de pouvoir interfacer finalement ces mondes virtuels avec la réalité, à minima sur les informations qui pourraient y être, enfin, qui pourraient y transiter, voilà, entre le réel et le virtuel. Et du coup, c'est quoi la vision de Dailybot pour dans 5 ans, par exemple? C'est quoi les prochaines étapes? C'est quoi les prochains trucs phares? Bah, disons, dans 5 ans, bah, on aimerait bien plein de petites jellybots un peu partout. Euh, je pense que cette vision industrielle sur laquelle on s'oriente depuis 2 ans, c'est pas la seule, mais elle a demandé aussi pas mal d'investissement. On y croit beaucoup parce que tout simplement la réalité mixte, en l'occurrence, commence à avoir une maturité, ce qui n'était pas encore le cas il y a 1 an ou 2. Hein. On était exposant à Vivatech l'année dernière. Certes, il y a eu un intérêt, on nous a partagé que le sujet était vraiment intéressant, mais très peu de cas d'usage prêts à mettre en œuvre par nos prospects à ce moment-là. Parce que bah, la réalité mixte en entreprise, oui, mais on ne sait pas trop sur quel cas d'usage, on ne sait pas trop comment, etc., etc. Là, 1 an après, finalement, je pense que je dirais que la technologie est de plus en plus mature. Les entreprises maintenant s'approprient fort bien les usages qui pourraient en être faits, qui sont par exemple ceux que j'ai pu détailler auparavant. Et donc, bah, je pense que, en tout cas aujourd'hui, on a clairement un temps d'avance
par rapport à d'autres hein, qui pourraient se positionner sur ce sujet. On a aussi, je dirais, enfin voilà, je ne parle pas que de la réalité mixte, parce que ce qui est important finalement, c'est pas tant l'interface dans la HoloLens, c'est le moteur de chatbot qui permet de faire tourner tout ça finalement. Donc, bon, là-dessus, c'est un produit qui a maintenant presque 5 ans. Donc, je pense qu'il est mature également. Donc, voilà, dans 5 ans, moi, ce que j'espère, c'est que finalement, on ait pu démontrer au travers de, de beaux projets avec de grands industriels français ou autres, euh, des usages qui vont permettre finalement d'améliorer encore une fois, certes, la production et la maintenance, mais aussi et surtout, je dirais, et je l'espère, hein, mais de rendre peut-être plus intéressant le métier d'opérateur en unité de production, et puis peut-être à terme, s'il est plus intéressant, de le pérenniser aussi, c'est-à-dire que on permet à des personnels bien finalement de réaliser des choses sans doute qu'elles n'auraient jamais pu imaginer pouvoir réaliser en fait seules hein, ou en équipe, mais sans l'aide d'experts, sans l'aide d'experts ou d'autres personnes. Et donc, en l'occurrence, eh bien, je pense qu'il y a, voilà, c'est vers ce quoi l'industrie doit aller également, finalement, d'avoir des gens autonomes et de plus en plus compétents, même si la compétence, elle n'est plus forcément que personnelle et humaine. C'est là où moi je vois tout l'intérêt de l'intelligence artificielle, finalement. C'est de rendre les humains plus intelligents et pas de les remplacer, en l'occurrence. Donc voilà, en tout cas, c'est une vision qui me plairait bien. Voilà. On arrive vers la fin de l'interview et je pose à chaque fois les quatre mêmes questions, du coup, à chaque fin d'interview. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut travailler dans la data ou dans la technologie des chatbots? Eh bien, alors déjà, d'être très curieux parce qu'on est encore sur des choses qui sont extrêmement émergentes. C'est-à-dire que là, on parle de chatbot, mais demain, là, on commence à parler effectivement de monde immersif et demain, on va parler également de représentation finalement humaine du chatbot. On a déjà des compagnies voilà, comme MetaHuman qui proposent des choses absolument incroyables. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle que l'on connaît dans des milieux fermés, et notamment dans les jeux vidéo ou dans des métaverses aujourd'hui, enfin voilà, qui existent depuis 20 ans, hein, si on prend des choses un peu plus anciennes, euh, demain, en fait, ce sont ces mêmes chatbots finalement qui vont ne plus être scénarisés, mais qui vont enfin, rendre ces mondes ouverts complètement ouverts hein, finalement. Hmm. Donc voilà, d'être très curieux parce que tout cela évolue très vite. Ça couple en plus beaucoup de sujets divers et variés, parce que, encore une fois, il y a 5 ans, bah, oui, on parlait de chatbot et on parlait de chatbot RH. Maintenant, on parle potentiellement de monde immersif. Et voilà, donc on voit que bah, il faut en tout cas voilà, continuer à être très curieux pour pouvoir se projeter en fait régulièrement dans ce qui va arriver. Euh, et après, je dirais, chacun va avoir capacité à intervenir sur ces sujets-là. On va avoir des gens, comme je disais, qui vont être très scientifiques, qui vont pouvoir utiliser leurs compétences sur la partie vraiment enfin, basse de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les algorithmes et cette partie R&D. On va avoir des gens plus opérationnels qui vont être dans le développement s'appuyant sur des modèles d'intelligence artificielle, donc la couche du dessus. Et puis après, on va avoir
voilà, différents métiers, des commerciaux, des supports pour les clients, ce que j'appelais tout à l'heure les Customer Success Managers. Enfin, il y a tout un, on va dire, une organisation en fait qui se met autour de ces projets et qui vont continuer à muter effectivement de plus en plus vers plus d'intelligence, enfin, parce que clairement aujourd'hui dans les chatbots, il n'y en a pas toujours beaucoup, notamment ceux qu'on peut voir sur Internet en B2C. Et puis effectivement, je dirais avoir une vision de plus en plus finalement intégrée et intégrable dans le monde qui nous entoure, tout simplement. As-tu un livre que tu conseilles souvent? Euh, je t'avais- Non, j'ai pas forcément un livre que je conseille souvent, mais j'aurais un film finalement plutôt, alors que je conseille ou en tout cas auquel je fais souvent référence, qui s'appelle Idiocratie. Et qui est tout ce qu'il ne faudrait pas faire euh, avec l'intelligence artificielle, en tout cas pour arriver à un point de non-retour de la bêtise humaine. Donc voilà, si je pouvais conseiller un élément culturel autour de cette thématique, ça serait celui-ci. On va dire, je l'ai jamais vu, donc je vais le mettre sur ma liste. D'accord. Est-ce qu'il y a une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit? Non, j'ai rien qui vient à l'esprit, Morgane, du coup. Pas grave. Et du coup, la dernière question, c'est est-ce que tu as un message à faire passer? Donc là, c'est un peu à toi Ah, de voir. ouais, un message à faire passer, eh bien, je dirais que, en fait, moi, je trouve qu'il y a un message à faire passer, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a sans doute pas assez encore d'intelligence artificielle dans les applications métiers. Et vraiment, je parle des applications aussi bien pour une assistante RH que pour un gestionnaire de production. On n'arrive pas encore finalement, je trouve, à intégrer de la vraie intelligence artificielle dans des applications métiers. Il y a parfois des algorithmes enfin, qui font un petit peu de prédictif ou supposés faire du matching pour voilà, répondre enfin, par des propositions de réponse à une question. Mais je trouve que tout ça va pas très loin et depuis le temps que l'intelligence artificielle se développe, finalement, je trouve que ça manque vraiment de mise en application concrète. Donc, finalement, l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est assez masquée, elle est utilisée évidemment massivement, mais elle est assez masquée pour les utilisateurs finaux. Et je trouve que la façon également dont on la vend tout à fait, n'est pas tout à fait représentative de la réalité. Euh, on a beaucoup de clients qui nous posent cette question, mais est-ce que votre chatbot apprend tout seul? Alors, apprend tout seul, on devine qu'il parle de machine learning non supervisé et qui, par une intelligence un peu supérieure, serait capable de discerner le bon du mauvais ou le bien ou le mal. Et finalement, quand on connaît un peu la réalité, et notamment des géants d'intelligence artificielle, bah finalement, ces géants, hein, ils payent des gens des centimes d'euros pour passer des journées à définir si une photo de chien est bien un chien ou une photo de maison est bien une maison. Donc, en fait, il y a un peu un revers de la médaille qui est finalement à la fois assez triste et qui finalement n'est pas forcément mis, je trouve, au service des usagers hein, d'une façon assez large, comme ça pourrait l'être. Donc, voilà, moi, le message, ça serait
essayons de faire de l'intelligence artificielle un peu moins bête et puis surtout qui amène un peu plus de choses au quotidien. Euh, et j'espère que donc, en l'occurrence, ce que l'on fait à notre très petite échelle, en tout cas, peut permettre à des usagers, au sens large du terme, finalement de s'y retrouver un petit peu mieux, je dirais, qu'avec la plupart des solutions, en tout cas de chatbot, puisque c'est le sujet, mais qu'ils ont pu essayer jusqu'à présent et sur lesquels ils se sont dit au bout de 3 questions, mais qu'est-ce que c'est nul ce truc, quoi. Voilà. Merci David d'être venu ici sur le podcast, d'avoir discuté avec moi sur les chatbots, sur la réalité mixte. Moi, j'ai appris beaucoup de choses et je suis sûr que les gens qui nous écoutent ont appris aussi énormément de choses. Donc je te remercie. Avec grand plaisir, Morgane. C'était un plaisir pour moi aussi. C'est toujours passionnant de voilà, parler évidemment de ces sujets-là quand ils nous occupent aussi au quotidien. Donc, merci à toi. Merci d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. J'espère que le thème d'aujourd'hui vous aura passionné autant que moi. Si vous voulez vous lancer et travailler dans le monde de la data, rejoignez les diverses formations que je propose et que j'ai créées afin de vous aider à développer vos compétences sur le sujet. J'ai centralisé tout ça sur mon site web, n'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est dans la description. Allez, cette vidéo est terminée et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour en savoir plus sur le thème de la data. Ciao.